Oui, bonjour à tous et à toutes. Frédéric Canini, j'ai l'immense honneur et le privilège de modérer une table ronde sur les blessés psychiques, les blessés de guerre. Et si vous voulez bien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais très rapidement céder la parole au colonel Philippe, que je peux présenter, mon colonel, si je peux me permettre, comme étant un blessé psychique de guerre, pour lui demander un petit peu de nous donner son expérience et puis, à travers ce qu'il a vécu, qu'on comprenne quelles sont les attentes et les attendus du soin et du suivi des blessés. Mon colonel, je vous cède la parole. Merci, docteur. Bonjour à tous et à toutes. Alors j'ai un temps un peu contraint, donc c'est un exercice de style pour moi parce que la synthèse n'est pas mon fort. Donc en 5-6 minutes, je vais essayer de vous dresser un tableau un peu global de moi et de ma situation. Très concrètement, en 2017, j'étais commandant du secteur nord de la MINUSMA à Kidal au Mali, où j'ai sauté sur une mine et quelques mois après, j'ai été victime d'un bombardement sévère sur mon poste de commandement. Je suis rentré en juillet 2017, diagnostiqué par le psychiatre du théâtre, le professeur Paul, apparemment syndrome post-traumatique. De juillet jusqu'en novembre, ce qui a été mon temps de permission et mon temps de congé maladie, qui a été relativement court, à ma demande, bien évidemment, pour des raisons de service. Pour résumer ce que m'avait dit le docteur Paul, et c'est très très vrai, quand vous êtes blessé de guerre psychique dans ce cas-là, j'étais dans le réel de rien. Alors je ne vais pas le développer parce que sinon je vais perdre du temps, mais vous imaginez les mots, le réel de rien. C'est exactement la situation dans laquelle je l'étais, dans laquelle est souvent mes camarades blessés psychiques. C'est-à-dire une irritabilité, un manque de concentration. Vous vous levez le matin, vous ne savez pas pourquoi vous vous levez, alors vous vous rasez, vous vous lavez, vous parlez si vous avez besoin de parler. Je ne m'occupais plus de mes enfants, je ne m'occupais plus de ma femme, je ne m'intéressais à rien, j'étais désociabilisé. Un manque de concentration latent, j'ai foutu 2 fois ma voiture dans le portail, alors que le portail était très large. Hein. Donc une addiction à la cigarette à l'époque, donc je fumais 2 paquets et demi. Alors j'étais fumeur, mais enfin à ce point-là, c'était impressionnant. Et donc pour remédier à tout ça, plus cauchemars, réminiscences, crises de larmes, etc., donc une vraie fragilité émotionnelle. Pour remédier à tout ça, et à partir du moment où en août 2017, j'ai été diagnostiqué PTSD, j'ai eu pendant à peu près 14 mois, donc là c'est la deuxième partie sur qu'est-ce que j'ai mis en place. Pendant 14 mois, j'ai vu un psychiatre, le professeur Paul, 3 à 4 fois par mois, des séances d'1 heure, très lourdes, très fatigantes, épuisantes, où je souhaitais évidemment m'en sortir parce que je sentais bien qu'il y avait un vrai problème au niveau familial. Et donc dans ces cas-là, le conseil que je donne, si je puis me permettre, c'est de tout donner. Il ne faut pas aller chez un psychiatre pour cocher la case service de santé des armées et psychiatrie. Moi, je donnais tout, j'en sortais exempt, épuisé nerveusement, physiquement. Donc on a mis ça en place, qui m'a beaucoup aidé. On a mis ensuite en place une médication. Donc pendant 18 mois, j'ai pris un Stilnox toutes les nuits pour dormir, sinon je ne dormais pas, 3-4 heures par nuit. Alors le Stilnox, je ne vais pas le décrire, je ne suis pas médecin, c'est une drogue. Donc après, pour arrêter au bout de 18 mois, vous êtes un toxico très concrètement, il a fallu un sevrage de 2 mois pour arriver à me désintoxiquer 1 an et demi après. Ensuite, on a mis en place, ma femme a mis en place un débriefing quotidien. Chaque jour, en fin de journée, puisqu'elle travaillait, elle gérait les enfants, moi pas, elle me débriefait pendant 13 mois, 12, 13 mois, 1 heure tous les soirs. Et ça, c'est très important de trouver une personne de confiance, votre épouse, un ami, un frère, une sœur, de façon à vous livrer et à sortir un peu ce que vous sortez avec le psychiatre. À partir de ce moment-là, ça n'allait pas forcément mieux au bout de 14 mois. J'ai mis en place une dernière chose qui s'appelle l'EMDR, donc Eye Movement Desensitization Rotation, c'est de l'hypnose. J'ai fait 4 séances d'hypnose avec un psychologue au niveau de l'hôpital militaire de l'Aveyron. Et concrètement, cette hypnose, 2 mois après, je me suis rendu compte que j'allais mieux. Enfin, après cette hypnose, je me suis rendu compte que j'allais mieux. J'ai commencé à espacer mes séances avec le psychiatre. Et donc, 3-4 mois après, j'ai arrêté la médication au niveau du Stilnox. Et on a également arrêté les débriefings quotidiens avec mon épouse parce que c'était très lourd pour elle et ça devenait très lourd pour moi. Donc, ça devenait plus une gêne qu'une aide. Pour conclure, et à l'issue de la table ronde, si vous voulez en discuter, je serai disponible. J'ai la matinée, hein, même si c'est le week-end, je suis tout à vous. Pour conclure, un syndrome post-traumatique, sévère, moyen, léger, ce qu'on veut,
puisqu'aujourd'hui je suis pensionné à hauteur de 30% par le service des pensions, donc invalide, alors de guerre. Donc évidemment le PTSD est une blessure de guerre, ça c'est le nom glorieux, ça rime avec héroïsme, tout ce qu'on veut. Pour moi c'est d'abord une maladie, le syndrome post-traumatique, donc je suis un malade, dans le sens où vous ne guérissez jamais. Alors s'il y en a dans la salle, j'en suis désolé, mais c'est une réalité pour moi. Vous avez vécu un tsunami lors de la confrontation à la mort imminente. Et en conclusion, vous allez avoir de temps en temps des réminiscences avec des tempêtes, des remous, des vagues et des vadelettes. Dernièrement, il y a quelques semaines, j'ai vécu des vaguelettes. Là, ça va beaucoup mieux, je me sens bien, mais dans quelques mois, les vagues reviendront, c'est une certitude. Il faut vivre avec et tenter d'apprivoiser cette maladie et surtout que ça ne soit pas une gêne pour vos proches et pour vos familles. Je vous remercie de votre attention. Oui, si vous voulez bien, nous réserverons toutes les questions à la fin de la table ronde, de façon à ce que vous ayez une vue générale. Merci beaucoup, mon colonel. Je vais céder la parole maintenant au médecin en chef Marie Bousseau, qui est chef de service de psychiatrie à l'hôpital d'instruction des armées de Percy. Docteur, comment est-ce que l'on fait pour pouvoir suivre comme ça au long cours et comment est-ce que le service de santé procède pour suivre dans le temps les patients victimes de stress post-traumatique? Bonjour, merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Je remercie le colonel Philippe d'avoir fait ce témoignage parce que ça me permet effectivement d'avoir un bel exemple de cette nécessité d'un parcours qui s'inscrit dans le temps. Et on voit qu'effectivement, il y a différentes étapes qui impliquent des démarches complexes. On voit que ça n'est pas simple et qu'il faut effectivement lutter dans différents champs. Et donc justement, finalement, dans les évolutions qu'on a eues ces dernières années, je dirais que l'une des ambitions était de dépasser les clivages. Les clivages, d'une part, entre la médecine somatique et la psychiatrie, puisqu'on s'est aperçu au travers des dernières études qu'il y avait un impact de certains troubles somatiques sur l'intensité et la fréquence des troubles psychotraumatiques. Je pense en particulier au syndrome d'apnée du sommeil ou bien quand il y a des douleurs physiques associées. On a en parallèle, quand il y a un trouble de stress post-traumatique, une intensité plus forte de ces symptômes. Et donc, on travaille beaucoup plus avec nos confrères somaticiens pour rechercher systématiquement un certain nombre de pathologies et les traiter avec les techniques adaptées aux troubles somatiques, en plus du suivi psychiatrique qui existe, dans une approche vraiment globale au plan physique et psychique, puisque les deux fonctionnent ensemble. Mais l'une des plus grandes avancées, je trouve, ces derniers temps, était aussi de dépasser les clivages entre l'hôpital et ce que vit le patient à l'extérieur de nos murs, que ce soit dans la relation avec ses proches, mais que ce soit dans les champs professionnels ou bien dans les activités de loisirs. Pour vous donner différents exemples, on va beaucoup plus impliquer les proches et les camarades dans le dépistage précoce. On va former les militaires avec les soins psychiques, les premiers soins psychiques en opération, pour permettre dès le début de pouvoir identifier les troubles. On va rencontrer beaucoup plus les familles, que ce soit pendant les hospitalisations ou bien lorsqu'il peut y avoir des informations qui leur sont faites. Et on va aussi proposer des soins aux familles, ce qu'on faisait beaucoup moins il y a quelques années, avec plusieurs hôpitaux qui proposent de la thérapie familiale, une prise en compte dans des entretiens familiaux beaucoup plus fréquentes que précédemment. Donc non seulement on leur permet de mieux comprendre le trouble de stress post-traumatique, de mieux l'accompagner, mais aussi de les aider eux et les soutenir dans cette épreuve-là. Il va y avoir aussi une ouverture plus grande dans, je dirais, le fait de sortir les patients des structures hospitalières pour leur permettre de se réinsérer, bien évidemment dans une continuité de la collaboration qui existait déjà avec les cellules d'aide, avec les services sociaux, mais avec quelque chose qui va être beaucoup plus formalisé, intensifié, pour améliorer les parcours de reconstruction de vie des patients. Parce qu'on s'aperçoit que là aussi, au-delà du fait de donner un traitement, donner un sens à leur quotidien est fondamental. Et donc, on va vraiment développer cela, alors avec une réorganisation de nos soins beaucoup plus tournée vers l'extérieur,
à la fois sur la création de postes de psychologues dans les antennes, mais aussi dans la création d'hôpitaux de jour qui permettent ces allers-retours entre chez soi et l'hôpital. Et puis, là, dernièrement, l'ouverture du centre de réhabilitation post-traumatique aux Invalides, qui va être une structure spécifiquement dédiée à cette prise en charge et à l'accompagnement de la réinsertion, de la reconstruction des blessés, avec des moyens adaptés à cette problématique. Donc tout ça pour conclure, c'est que finalement aujourd'hui, le travail collaboratif, il se fait de manière vraiment globale, où chacun à sa place va être concerné par l'accompagnement des blessés et peut, à sa manière finalement, dans son champ, apporter une aide. L'objectif étant que les malades ne soient pas forcément bien en fin d'hospitalisation, même si on souhaite qu'ils soient bien en fin d'hospitalisation, mais qu'ils soient bien chez eux dans la durée. Merci docteur, donc j'ai bien compris. Maintenant, l'évolution se fait à la fois dans une prise en charge qui est bien plus globale et bien plus orientée dans le temps et vers la réinsertion dans la société. Tout à fait. C'est vraiment l'objectif de pouvoir... on sait que c'est des troubles qui, certes, peuvent être résolutifs parfois rapidement, mais qui vont souvent, malheureusement, s'inscrire dans le temps et dans une problématique complexe où de multiples approches sont nécessaires pour pouvoir accompagner les blessés. Merci beaucoup. Alors, évidemment, vous me tendez la perche et j'en profite pour me demander, mais finalement, comment est-ce que se fait le suivi au quotidien, en particulier dans les centres médicaux des armées? Et pour ça, je vais céder la parole au capitaine Marmuse, qui est psychologue des armées. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis psychologue du service de santé des armées et il y a des psychologues dans les hôpitaux et dans les centres médicaux et qui sont en fait délocalisés dans des antennes médicales qui sont plus proches des unités qu'on soutient. Ce qui veut dire que les médecins, les infirmiers, les psychologues et les auxiliaires sanitaires qui sont dans ces antennes connaissent très bien les personnels puisqu'on est parfois projeté avec eux, on assure leur soutien au quotidien. Et donc le dépistage, s'il peut être le plus précoce, il se fait grâce à l'antenne médicale puisqu'il y a des visites médicales périodiques qui sont obligatoires pour les militaires tous les ans ou tous les 2 ans selon leur spécialité. Il y a des visites de retour après la projection. Donc c'est des temps très formels comme ça. Après, bien sûr, on a toujours les psychiatres qui sont sur les théâtres. Il y a un suivi qui est quand même un suivi médico-psychologique encore plus renforcé d'ailleurs pour les unités, notamment des forces spéciales. Et ça, c'est des temps formels. Et en fait, ça va se faire au quotidien aussi parce qu'il y a une certaine proximité entre les antennes médicales et les unités qu'on soutient. Et c'est là où on voit qu'il y a une évolution parce qu'il y a aussi une déstigmatisation du stress post-traumatique. Maintenant, on en parle. Alors, il y a des unités dans lesquelles ça reste compliqué. Il y a des armes pour lesquelles c'est toujours compliqué d'en parler. Mais comme ça a été déstigmatisé, maintenant, on peut poser la question beaucoup plus systématiquement aux militaires, notamment quand il vient en visite ou en consultation. Et donc, c'est là où on va faire du dépistage. Je dirais au fil de l'eau, au fur et à mesure de la carrière, et effectivement parce que c'est des troubles qui ont tendance à se chroniciser, on doit tout le temps se poser la question. Ce qui va être intéressant, je pense, c'est que quand on a des militaires qui ont déclaré le trouble, ils vont être dans un parcours de soins. Souvent, ils sont isolés d'ailleurs parce qu'on doit les extraire du milieu et donc pour les protéger et pour le soin, ils vont être dans un parcours de reconstruction. Et il y a une autre frange des militaires qui, en fait, est encore en activité, est capable de fonctionner très bien, tant bien que mal, mais qui souffrent quand même de stress post-traumatique, qui ont des symptômes à minima, ce qu'on appelle chez nous un peu des symptômes en subclinique, c'est-à-dire qu'ils vont se réactiver sur des dates anniversaires, parfois ils vont avoir quand même des troubles du sommeil régulièrement, et pourtant ils continuent de fonctionner. Et je pense que c'est avec cette population-là où il y a un vrai enjeu de dépistage précoce pour pouvoir les identifier et les accompagner au plus tôt. C'est souvent des militaires qui ont 15, 20, 25 ans de service, qui ont déjà été projetés en Afghanistan, voire au Mali, enfin, qui ont fait plusieurs missions, qui ont du coup eu une exposition cumulée à des événements traumatiques dans le cadre de leur service. Et c'est ces militaires-là sur lesquels il faut porter une attention parce qu'ils sont souvent sur leur fin de carrière. C'est des gens qui sont très attachés à l'institution, qui ont envie de continuer à travailler, mais qui pour autant souffrent du fait des symptômes. Et donc c'est cette population-là à qui il faut poser la question pour pouvoir leur permettre d'accéder à des soins le plus précoces possible tout en restant employés. Et il y a un symptôme clinique qui souvent est un peu pas mis sur le côté, mais on va se dire que c'est un épiphénomène, que c'est quelque chose qui fait partie du tableau global, mais ça reste quand même l'irritabilité et la colère, vous en avez parlé mon colonel. C'est un symptôme qui est souvent le premier accessible, même si les militaires sont quand même entraînés à être des gens agressifs de façon générale, parce que c'est l'entraînement quand même qui veut ça, le conditionnement militaire.
c'est quand même un symptôme qui va être gênant dans la vie de tous les jours, cette irritabilité, on va avoir des accès de colère. Et ça peut arriver, c'est pas anecdotique de dépister des militaires au travers d'un passage à l'acte violent ou d'une altercation. Donc c'est un symptôme qui doit permettre d'alerter et qui doit être mis en lumière pour le dépistage précoce. Donc la colère, l'irritabilité, c'est quelque chose qui vous interpelle? Alors ça nous interpelle parce que c'est souvent le premier symptôme que les militaires vont déclarer dans une consultation, quand on va leur demander comment ils vont. C'est en lien aussi avec les troubles du sommeil. Ça a des répercussions quand même très importantes dans le cadre familial. Et effectivement, on sait, de toute façon les chiffres le montrent chez les cohortes de vétérans, que les militaires sont par rapport à la population générale des gens qui ont plus d'accès de colère, qui sont plus colériques, mais ça va être vraiment nettement majoré quand il y a un stress post-traumatique. Ce qui veut dire qu'au-delà des addictions, des troubles du sommeil ou d'autres symptômes, c'est un signe clinique qui doit pouvoir nous alerter sur une souffrance qui peut-être est derrière et liée à du stress post-traumatique. Ouais. Et ça peut vous être utile pour détecter des éventuelles rechutes ou dégradations de l'état psychique? Ça peut être utile à tout moment, et effectivement parce que y a des militaires qui ont des stress post-traumatiques mais compensent très bien leurs symptômes. Il y en a qui ont eu des parcours de soins puis qui allaient mieux et qui en fait ont repris leur fonctionnement. Et c'est pourtant un symptôme qui est un peu tout le temps là, en silence. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit alerté. Merci beaucoup. Alors, ce que vous me dites me laisse à penser qu'il y aurait une manière particulière d'exprimer un état de stress post-traumatique si l'on est militaire, simplement. En fait, simplement pour tout un tas de raisons que je ne peux pas dire parce que je ne suis pas compétent, mais j'ai auprès de moi Madame Léa Ruel, qui est anthropologue du milieu militaire et qui a étudié ce lien entre les habitudes que l'on a apprises étant militaire et la maladie. Léa, je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Merci, merci Frédéric et bonjour à tous. Donc effectivement, en anthropologie, on n'a pas du tout de rôle de soin. Dans un premier temps, on va aller vraiment chercher qu'est-ce qui permet de souffrir à partir des réalités culturelles qui sont construites, qui sont apprises. Vous le disiez, Anaïs, juste à l'instant, il y a cette notion de ils ont appris à être agressifs, entre autres, ils s'entraînent. Et donc, je suis allée chercher, on peut aller chercher tout ce qui fait que le militaire peut souffrir comme ça à cause de sa culture. Et lorsqu'on se permet de chercher ce genre de choses, on peut aller questionner peut-être la souffrance psychique dans le sens où avant qu'elle existe, on souffre grâce à ce qu'on perçoit. Enfin, parce qu'on a perçu, on va pouvoir déclencher des souffrances. Et le filtre, c'est celui de la culture. Avec un filtre de la culture entre les deux, on peut mettre en exergue plusieurs briques culturelles qui constituent l'individu et qui vont faire en sorte que la souffrance psychique a quelques spécificités au niveau des militaires. Si on reprend ces spécificités, il serait possible non pas de faire donc de la prévention, puisqu'on n'est pas du tout encore sur un niveau de prévention, on va être sur un niveau de détection, mais de pair à pair. On peut se poser la question de est-ce que souffrir, c'est la même chose de l'un à l'autre? Et on remarque que puisqu'ils sont dans le même groupe, puisqu'ils vivent en mission, comme vous le disiez, il va y avoir cette notion en mission, les rôles sociaux, la morale change. Et donc, on peut imaginer que les normes de souffrance, les constructions des intolérables changent en fonction. Donc on a finalement une population militaire qui va devoir s'adapter à des logiques de souffrance différentes et qui va co-construire ces souffrances de manière collective, puisque la norme se déplace avec le groupe. Il va y avoir cette dualité on a des syndromes de stress, des souffrances qui sont diagnosticables, qui vont pouvoir être comprises, mais on a aussi des manières de l'entre-deux, d'une souffrance, on va dire, avant qu'elle devienne une souffrance qu'on reconnaît, une souffrance qui va être prise en charge par le groupe, qu'on peut étudier et qu'on va pouvoir, sur lesquelles on va pouvoir réagir en temps réel aujourd'hui dans la recherche. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de suggérer, c'est qu'il y a une véritable culture militaire qui modifie en fait ou qui pèse sur la manière dont s'exprime la souffrance et qu'il faut prendre en compte de la même manière que cette habitude, alors je le mets entre guillemets, de travailler avec le groupe, puisque c'est à la fois le groupe qui fonde le lien militaire et puis le groupe ensuite après qui peut fonder l'aide au suivi. On peut reprendre l'exemple du groupe dans la manière dont ils changent la perception de la souffrance, dans la mesure où les militaires vivent ensemble et perçoivent le groupe à 360 sur une unité. Ils perçoivent ensemble, ils réagissent ensemble comme un seul homme en étant nombreux au sein du même groupe. Et il va y avoir cette notion ils n'ont plus besoin de parler forcément pour en parler. Il y a beaucoup de choses qui parlent par des voies de communication qui sont non verbales.
Donc quand il va y avoir une souffrance de l'un, il va y avoir une réaction corporelle du groupe qui va prendre en charge pour limiter l'expansion de la souffrance, pour la réduire immédiatement. Et ce sont des mécanismes qu'on peut espérer optimiser. Donc effectivement, il y a toute cette notion du groupe qui fait différence, notamment avec le monde civil. Vous en parliez, mon colonel. C'est cette notion de... vous avez dû remettre en place une communication avec votre femme, vous ne communiquez pas de la même manière avec vos hommes, et on peut travailler aussi cette communication avec les hommes bien avant qu'il y ait une souffrance qui se déclare en tant que telle, parce que ça peut être négocié. En fait, il semble se dégager un tableau qui s'inscrit dans le temps et dans lequel la culture joue un rôle important, le fait individuel joue un rôle important, et il faut arriver à tisser tout ça dans la longueur. Est-ce que ça serait un raccourci qui vous irait, mon colonel ? Est-ce que le fait culturel militaire, la collectivité militaire et l'inscription dans le temps du suivi des patients porteurs d'un trouble de stress post-traumatique serait quelque chose qui vous irait, qui correspond à votre vécu? Pardon, ce qui justement, oui, je pense que ça m'irait très bien, parce que ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai vécu personnellement. Donc, les officiers et les officiers supérieurs sont des cas très particuliers. Non pas parce qu'on est moins nombreux, mais parce qu'on est, on n'a pas tout à fait la même pression. Moi, quand je suis parti en opération, j'étais en individuel. Quand on dit individuel, c'est-à-dire que je ne dépendais pas d'un régiment, je venais d'un état-major. J'étais déjà colonel. Dans l'imagerie populaire ou dans l'imagerie militaire, et donc dans cette culture-là, un colonel est plus fort qu'un autre parce qu'il a plus de responsabilités, et donc concrètement, il n'est pas là pour craquer. Il est là potentiellement pour observer ses subordonnés qui vont craquer, etc. Sauf que ce n'est pas la réalité. La réalité, on est humain, et le syndrome post-traumatique, c'est juste le carrefour entre ce que vous avez vécu pendant 30 ans dans votre carrière et cette confrontation à la mort imminente. Donc oui, docteur, oui, Léa, bien évidemment. Je pense qu'il faut tendre à ce que vient de dire Léa et ce que vous venez de souligner, docteur. La difficulté, je pense que c'est le cas peut-être au niveau des militaires du rang, des sous-officiers au sein des corps, au sein des régiments, et le capitaine le sait, je pense, comme moi, puisqu'elle est dans un CMA. Au niveau des autres entités qui viennent d'individuels, qui viennent de l'armée de l'air, qui viennent de la marine, qui sont détachés sur des théâtres de façon totalement isolée, quand ils rentrent, ils sont isolés. Et les camarades avec lesquels ils se confrontent dans leur corps, marine, armée de terre, etc., ne savent pas ce qu'ils ont vécu. Et donc, ils sont incompris, souvent, ou ignorés, ou, en parlant, rejetés. Il y a une forme de rejet. Plus vous montez en grade, il y a une forme de rejet, parce que quelque part, vous sortez du moule de l'officier fort, apte à tout temps, tout vent. Ce qui n'est pas la réalité, c'est juste la guerre. Donc, on avait tendance à l'oublier, je pense. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous. Si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie de cette table ronde. Et j'appelle les intervenants de la deuxième partie, donc le colonel Joreau, madame le docteur Fanny Lévy et le médecin en chef Gibert. Je vous remercie tous les trois d'être présents. Et sans attendre davantage, on va tout de suite enchaîner par une interrogation importante. Vous avez vu qu'un des points importants des états de stress post-traumatique est d'arriver à faire la détection des gens qui en souffriront peut-être au moment où se passe un acte agressif, alors que ce soit un acte terroriste ou un acte de combat ou une catastrophe humanitaire ou une catastrophe naturelle, sachant qu'on va se retrouver nécessairement, mais c'est la loi du genre, dans un cadre qui est un cadre de ce que l'on appelle des pertes saturantes, c'est-à-dire il y aura beaucoup plus de
patients potentiels que de capacité de soins. Donc un des gros enjeux, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire dans une situation comme celle-là pour arriver à avoir le plus d'informations possible sur les gens qui ont été exposés ou impliqués. Alors, à ce titre, je cède la parole au docteur Fanny Lévy, qui est à la fois psychiatre, chercheur et spécialiste en réalité virtuelle, en lui demandant si elle ne peut pas nous parler de la logique de son expérimentation qui s'appelle Destress. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. J'avais un PowerPoint pour l'équipe technique. Ah, super, merci. Je suis ravie de vous présenter le projet Destress, dont l'objectif est de développer un outil de détection précoce du trouble de stress post-traumatique. C'est un projet qui a été financé par l'Agence Innovation Défense et qui a été mené en partenariat avec l'Institut de recherche biomédicale des armées. Comme le disait Frédéric Canini, je suis le docteur Fanny Lévy, je suis psychiatre. J'utilise la réalité virtuelle depuis une dizaine d'années à la Pitié-Salpêtrière pour traiter les troubles anxieux. Et je suis aussi la présidente de MyRêve, start-up qui a coordonné ce projet. Et donc avant de commencer, j'aurais voulu remercier les organisateurs de ce forum pour leur invitation, et notamment Guillaume Chillet ici présent et Emmanuel Gardinetti. Et je suis très honorée de faire cette présentation sous la direction de Frédéric Canini. Alors, est-ce que je vais arriver? Comment ça marche? Comme ça. Génial. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est finalement pourquoi c'est important de détecter le trouble de stress post-traumatique, et ceci le plus précocement possible. En fait, il est capital de détecter cette pathologie pour en éviter les complications qui peuvent être assez sévères. Et ces complications peuvent être sévères tant sur le plan psychiatrique, avec un risque augmenté de dépression et de suicide, mais aussi des complications addictologiques, avec une dépendance à l'alcool ou une augmentation de la dépendance au tabac dont parlait le colonel précédemment, mais aussi cannabis, etc. Et aussi des intrications avec les maladies somatiques. Et on peut citer à titre d'exemple un risque augmenté de maladies neurodégénératives ou de démence. Génial. Alors la deuxième question qui se pose, c'est pourquoi ce serait intéressant d'avoir un outil d'aide au diagnostic du trouble de stress post-traumatique. Comme le disait notre modérateur en introduction, il existe certaines circonstances dans lesquelles les capacités, les ressources humaines peuvent être dépassées pour pouvoir intervenir de manière précoce. Et notamment, c'est le cas pour les événements traumatiques dits de masse, c'est-à-dire des événements qui vont concerner beaucoup de personnes en même temps. Et bien sûr, ce contexte concerne les militaires qui vont être exposés de manière répétée à des événements potentiellement traumatogènes dans le cadre de leur activité professionnelle, mais aussi des civils, comme ce que nous avons vu malheureusement dans le cadre des attentats du Bataclan. Et donc c'est pour répondre à cette question qu'on a décidé de monter le projet Destress, dont l'ambition était de développer effectivement un outil d'aide au diagnostic du trouble de stress post-traumatique qui puisse être mis en place le plus tôt possible. Et donc, ce qui nous amène à notre troisième question, qui est comment on fait? Et pour répondre, l'axe que nous avons choisi de prendre, c'est de considérer le trouble de stress post-traumatique comme une réponse de peur, entre guillemets, anormale, qu'on appellerait conditionnée, puisque finalement, c'est une réponse de peur qui persiste, alors même que la menace a disparu. Très concrètement, c'est ce que disait le colonel tout à l'heure, le militaire est revenu de mission, donc il n'est plus en opération extérieure, il est en sécurité, il est en France, et pourtant, une réponse de peur, une réponse d'alerte persiste. Et cette réponse de peur, on peut la caractériser par des données qui sont bien connues de la littérature scientifique, que ce soit des données physiologiques comme la fréquence cardiaque, la transpiration des mains, la fréquence respiratoire, mais aussi des données comportementales. Et donc, si on veut caractériser cette réponse de peur, donc toujours dans l'optique de détecter le trouble de stress post-traumatique, il faut être en mesure de la déclencher. Et donc pour la déclencher, nous avons choisi de présenter des stimuli émotionnels en réalité virtuelle. Et donc ce qui nous amène à l'objectif cette fois-ci scientifique du projet Destress, qui est de développer et d'évaluer un score de détection du trouble de stress post-traumatique, et nous avons choisi de cibler les sujets précliniques dont parlait
Anaïs juste avant, puisque c'est sur eux vraiment qu'il faut se concentrer. Et ce score étant basé sur des mesures physiologiques et comportementales enregistrées lors de la navigation dans un environnement de réalité virtuelle. Et c'est une recherche clinique qui a été portée par le service de santé des armées et qui, en l'occurrence, du coup, a eu lieu sur des militaires. Alors, très concrètement, en pratique, ici, on voit comment la manip se passait. Alors, je ne sais pas si j'ai un pointeur, mais bon, il y a la brassière qu'on voit sur la photo à droite, qui permettait d'enregistrer la fréquence cardiaque, la transpiration des mains, la fréquence respiratoire, la température corporelle. Sur la photo en haut à gauche, en bleu clair, on voit le casque EEG qui permet d'enregistrer l'activité cérébrale. Et puis sur les photos en dessous, on voit bien le casque de réalité virtuelle qui permet aux participants de visualiser l'environnement de réalité virtuelle. Et puis nous, sur l'ordinateur, en retour, c'est ce qu'il y a sur la partie à droite de l'écran, on voit les signaux physiologiques enregistrés. C'est une étude qui a duré environ 2 ans et le premier résultat que nous avons obtenu, c'est tout d'abord qu'on a eu une bonne adhésion des participants puisqu'on a pu inclure plus de 100 volontaires. Et les scores que nous avons développés ont des performances plutôt intéressantes puisqu'on a un taux d'efficacité qui est nettement supérieur à 80%, ce qui veut dire très concrètement qu'en cas d'un participant atteint d'un trouble de stress post-traumatique préclinique, dans 80% des cas, on arrive à le détecter. Alors pour la suite, il s'agira pour nous d'améliorer cet outil qui a été développé dans le cadre de la recherche clinique et d'y apporter des améliorations pour qu'il puisse être utilisé en dehors de ce contexte. Et bien sûr, la question d'après, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a détecté le patient atteint d'un trouble de stress post-traumatique préclinique et donc d'y ajouter un volet de prévention. Et je vous remercie de votre attention et je remercie l'ensemble des partenaires qui ont participé à ce beau projet. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette présentation qui montre qu'au-delà de l'aspect clinique, il y a des véritables enjeux de recherche et des véritables enjeux, je dirais également industriels et technologiques, pour essayer d'avoir un outil qui soit à la disposition de la détection précoce le plus simple à utiliser et le plus souple possible. Mais ça ne nous retire pas du fait que les états de stress post-traumatique sont une pathologie chronique dans laquelle on peut éventuellement utiliser ce type d'approche pour la détection d'une rechute, mais pour lequel il est extrêmement important d'avoir une prise en charge de réhabilitation et de réinsertion sociale. Et je pense que personne n'est mieux placé pour en parler que le colonel Jourot, qui est le chef de la CABAT. Merci Frédéric, oui. La cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre a cette mission au nom du chef d'état-major de l'armée de terre, au même titre que dans les autres armées, il y a des cellules d'aide aux blessés, bien évidemment, accompagner ses camarades qui sont des militaires blessés en service, dont 70% sont touchés par un état de stress post-traumatique. Cet accompagnement, il est fait au nom du chef d'état-major pour 2 raisons. La première, elle est bien de sa responsabilité dans un langage civil d'employeur, mais aussi de sa responsabilité d'un besoin opérationnel, réengager des blessés pour remplir la mission. Et la deuxième dimension très importante, c'est lié au titre de la fraternité d'armes. Vous savez, ce ciment que nous avons entre militaires, entre nous, est encore plus fort quand on est engagé en opération. Ne laissez personne sur le bord de la route. Plus concrètement, la mission qui est dévolue à la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, elle s'intègre dans une chaîne globale parce qu'il faut accompagner dès les commencements, dès le régiment en fait, au sein on a un bureau environnement humain pour que le camarade qui revient blessé de mission ait déjà des frères d'armes qui puissent l'accompagner, le guider, le conseiller. Pour autant, on l'a vu, le service de santé des armées est là pour soigner, ça peut durer longtemps. Et à ce moment-là, il va y avoir un passage de relais parce que le régiment n'aura plus la capacité, le temps de consacrer du temps à notre camarade ou notre camarade blessé en fait est en rupture avec le commandement direct. Il s'est mis en marge, on n'a plus de nouvelles. Donc il faut un passage de relais pour accompagner ce camarade. Et donc c'est le rôle de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre qui, en centrale, avec
un certain nombre d'acteurs, c'est une cellule pluridisciplinaire, va jouer un rôle de coordination et d'accompagnement pour aider le blessé. Au fil des 30 ans, c'est mis en place ce qu'on appelle un parcours de reconstruction. On a évidemment le dispositif de soins par le service de santé des armées, mais il y a tout un ensemble d'actions complémentaires pour atteindre un objectif final recherché qui est bien soit reprendre l'activité, soit retrouver une nouvelle place, sa place dans la société civile, mais ça nécessite de se reconnaître à nouveau tel que l'on est avec sa blessure. Et ça peut être compliqué. Et pour ça, la cellule va aider sur le parcours administratif. Il y a beaucoup de droits à réparation, de droits à reconnaissance, de droits assurantiels. Donc il faut guider le blessé et ça fait partie de ces cheminements qui peuvent l'aider à avancer. Il faut aussi lui permettre de se tourner vers des acteurs. Il y a la création du parcours les maisons Athos, la réhabilitation psychosociale, pour aider à resociabiliser notre camarade. Tout le monde n'a pas la force de notre camarade Eric, qui a pu de lui-même se resociabiliser. D'aucuns ont besoin de revoir des frères d'armes dans d'autres dimensions, et c'est toute la richesse de ce dispositif Athos. Il y a aussi la nécessité de s'appuyer sur les acteurs du service social. L'action sociale des armées est un rôle déterminant. Dès qu'il y aura une blessure, il y aura les 3/4 du temps une difficulté sociale. Il va falloir donc aider à coordonner les acteurs de proximité pour que le blessé soit aidé dans cette dimension sociale, surtout d'ailleurs sa famille, parce qu'il peut y avoir des effets secondaires sur la famille. Après, il va y avoir un autre enjeu, c'est la réinsertion socio-professionnelle. Pour un camarade en état de stress post-traumatique, il s'est engagé, 70% sont des militaires du rang. Il s'est engagé, il n'avait pas 20 ans, il servait la patrie, il ne sait rien faire que son rôle de grenadier voltigeur au sein d'un groupe de combat, par exemple. Eh bien, il faut lui faire découvrir qu'il est quelque chose d'autre. Il est quelqu'un qui n'est pas qu'un militaire. Il a des talents, il a des compétences, il a des appétences pour des choses. Il faut lui permettre de redécouvrir qui il est et ce qu'il peut faire avec ce qu'il est autrement. C'est tout l'enjeu des immersions Oméga et des stages des centres ressources blessés de l'armée de terre, les CREBAT, qui nous permettent en fait de définir des débuts de projets professionnels, et avec les immersions en entreprise ou en institution, le blessé va pouvoir retourner dans un milieu qui va le resocialiser et lui faire découvrir un métier qu'il ignorait et pour lequel il est peut-être fait. Enfin, bien évidemment, le militaire fait beaucoup de sport et on sait tous les vertus du sport. Le sport permet de se remobiliser et donc tous nos stages s'appuient sur la reconstruction par le sport, qui est un des axes majeurs du parcours de reconstruction du blessé. Et donc, lors d'un stage CREBAT, par exemple, centre ressources, une partie des activités seront axées sur le sport. Et il y a, en dialogue avec l'IRBA qui nous accompagne, nous avons mis en place, depuis un certain nombre d'années, un stage qui était axé sur la plongée, par exemple. Et nous travaillons aussi sur des stages qui sont axés sur le multi-activité sportive. Donc, ces activités pluridisciplinaires, cette approche pluridisciplinaire de la CABAT permettent donc d'aider le blessé qui est au cœur de notre mission, lui permettre de donner les moyens de l'accompagner pour reprendre une activité. Et les stages CREBAT que l'on fait sont vraiment cette opportunité de reprendre un envol. Et notamment la plongée, qui je crois qu'on va parler maintenant. Oui, merci mon colonel. C'est effectivement le médecin en chef Gibert, qui est psychiatre et chercheur également auprès de l'Institut de recherche biomédicale des armées, qui va nous parler de plongée, mais il va nous en parler d'une façon qui est, assez originale, puisqu'il va nous faire la synthèse entre 3 mots-clés qu'on a entendus au cours de cette table ronde: la méditation, l'exercice physique et la science. Lionel, je te laisse la parole. Merci beaucoup Frédéric pour cette introduction. Merci à tous les organisateurs. Donc oui, je vais vous parler d'une expérience qu'on a menée avec des victimes du Bataclan et qu'on mène de manière un peu similaire avec des blessés de l'armée de terre, qui consiste à comprendre un peu les effets de la méditation et du sport et un petit peu de les séparer au sein de stages où on a un groupe de plongeurs et un groupe qui font du sport. Ça s'inscrit dans un
une description du TSPT, dans un paradigme où, pour donner une définition du TSPT, on peut le définir comme un défaut de régulation émotionnelle. Donc soit on a une sous-modulation avec une exagération de la reviviscence, des réactions aux stimuli extérieurs, soit une surmodulation de ce frein émotionnel avec un émoussement affectif. Et il était assez intéressant d'essayer de comprendre comment la pleine conscience d'un côté, le sport et aussi la plongée pouvaient avoir des effets bénéfiques sur le TSPT. Donc historiquement, c'est venu de plusieurs choses. D'abord, une étude qui a été faite parce qu'on s'est posé les mêmes questions que Fanny au moment des attentats du Bataclan, où tous les gens qui sortaient de cet endroit avaient un stress aigu et on ne pouvait pas évidemment revoir tout le monde. Donc il a fallu essayer de chercher des critères qui permettaient de sélectionner ceux qui allaient développer la pathologie chronique au bout d'un certain temps. Et parmi ces critères, on a trouvé la pleine conscience, c'est-à-dire que ceux qui avaient des capacités de pleine conscience supérieures aux autres avaient moins de risques de développer un stress post-traumatique. L'autre qui est venu très souvent autour de cette table ronde, c'est l'entourage, tout l'aide que pouvaient avoir les patients. Pour vous donner un exemple, on a vu par exemple une infirmière qui venait d'Australie, qui était toute seule à Paris, et elle, en sortant du Bataclan, a déclenché un stress post-traumatique très sévère. La plongée avait déjà été un petit peu étudiée sur le stress en général, donc c'était relativement naturel de monter un projet qui nous permette de séparer les effets pleine conscience, sport et plongée en particulier. Alors pourquoi la plongée? Ça peut se comprendre aussi parce que quand vous plongez, il y a plusieurs caractéristiques qui interviennent. D'abord, vous êtes très conscient de votre environnement à l'instant présent, comme dans la méditation de pleine conscience. Et d'autre part, vous avez une respiration qui est particulière, qui est différente de la respiration qu'on peut avoir normalement ici dans cette salle, qui est une respiration plus lente, plus contrôlée, qui se rapproche de ce qu'on appelle la respiration de résonance, qui est de à peu près une respiration toutes les 10 secondes, ce qui permet d'avoir une cohérence entre la respiration et toutes les fonctions cardiovasculaires, et ce qui permet d'accentuer la souplesse de ce système nerveux autonome et qui permet de mieux contrôler le stress. Donc on est parti en Guadeloupe, on avait une quarantaine de sujets, 20 ont fait du sport, 20 ont fait de la plongée, et au bout de 1 mois et 3 mois, on a essayé de mesurer leur capacité de pleine conscience et leur stress post-traumatique par des scores relativement classiques. Le résultat a été le suivant, c'est que la différence n'a pas été très significative, mais au bout d'1 mois, effectivement, les sujets qui avaient fait de la plongée étaient quand même mieux que ceux qui avaient fait que du sport. Malheureusement, au bout de 3 mois, les différences se sont estompées et il n'y avait plus de différences significatives. Alors en particulier au bout d'1 mois, ce qui est à noter, c'est qu'il y a eu des différences significatives au moment sur les reviviscences. Voilà, je vais juste attendre 2 minutes. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire en fait en conclusion? C'est que c'est un sujet qu'il faut continuer à creuser parce qu'il y a on va dire des résultats scientifiques probants. Après, le problème, c'est que comme pour la pleine conscience, comme pour le sport d'ailleurs, ces résultats doivent être le résultat d'un entraînement. Comme vous l'avez dit, mon colonel, c'est un long processus où finalement il y a eu une blessure aiguë à un moment et cet entraînement régulier et constant doit permettre une amélioration, mais effectivement, s'il ne s'inscrit pas dans la durée, il est évidemment moins efficace. Voilà. Oui, je crois comprendre en fait à travers vos interventions qu'un des challenges après le traumatisme, c'est de reconstruire un autre homme avec d'autres outils, mais basés sur ce qu'il a été. Un autre homme, c'est un peu fort, non. C'est lui redonner pleine confiance dans ce qu'il est. Il n'est pas obligatoirement, sa personne n'est pas parce qu'il est militaire. Mais il s'est mis au service de la patrie, de la nation, et il l'a payé dans sa chair. Mais il l'est toujours. Et donc on est là vraiment pour l'accompagner, lui dire oui, tu es, et tu peux repartir de l'avant. Merci mon colonel, je crois que c'est sur ces mots auxquels je souscris vraiment absolument
que nous allons terminer cette table ronde et nous sommes à la disposition en fait, des questions de la salle, s'il y en a. Oui, bonjour. Je vois que vous essayez effectivement d'expérimenter de nouvelles choses et comme là, vous nous avez parlé de votre expérience pour le VR, pour le dépistage, est-ce que vous avez aussi un projet de proposer aussi la VR dans le traitement des personnes que vous aurez détectées ou pas Oui. Oui, merci pour votre question. Alors nous, on s'intéresse vraiment aux troubles de stress post-traumatique avant que la pathologie, juste avant que la pathologie se développe. Donc on parle plutôt des états de stress post-traumatique dits précliniques. C'est pas l'objet du projet des stress, mais après vous avez tout à fait raison. La littérature scientifique est assez claire sur l'efficacité thérapeutique de la réalité virtuelle dans le traitement des troubles anxieux en général et aussi dans le traitement du trouble de stress post-traumatique. Et c'est essentiellement basé sur l'exposition progressive et répétée, en l'occurrence à l'événement traumatique. Donc il faudrait réexposer le patient à l'événement traumatique en VR, ce qui pose d'autres problèmes, puisque en tout cas chez les militaires, il y a eu plusieurs, en général pour un patient donné, il y a plusieurs événements traumatiques qui peuvent être à l'origine de la symptomatologie. Et ça suppose aussi de développer un environnement de réalité virtuelle pour chaque événement traumatique. Donc, mais en tout cas, scientifiquement parlant, ça fonctionne, mais ce n'est pas l'objet, nous, de notre projet. Bonjour. Est-ce qu'il y a une différence entre une femme et un homme dans ces stress ? Alors, dans les facteurs de risque qu'on a étudiés, en tout cas à la sortie du Bataclan, on n'a pas constaté de différence entre les hommes et les femmes. Alors, c'est vrai que dans la littérature, on le retrouve souvent, mais il y a beaucoup de biais à travers ces études, parce qu'il faut quand même rappeler que le plus grand pourvoyeur de TSPT en France, c'est l'agression sexuelle, bien avant les attentats, bien avant les militaires. Et donc, évidemment, ça crée un biais, parce que la population de stress post-traumatique en France, les femmes sont surreprésentées, et dans les études, c'est difficile à atténuer. Mais en tout cas, au Bataclan, il n'y avait pas de différence. Et en chiffres, au moins dans l'armée de terre, on a 90% d'hommes, mais qui est lié aussi au nombre de la population qui est exposée en fait, aux faits traumatiques, puisque vous n'avez pas 50% d'hommes et 50% de femmes dans une unité combattante. Bonjour, je vous remercie pour votre conférence. Vous m'entendez ? J'avais une question concernant votre projet sur la réalité virtuelle. Savoir si vous envisagez en fait de le rendre obligatoire, parce que j'imagine que certains ne veulent pas le faire parce qu'ils ont peur de ne pas retourner sur le terrain, j'imagine. Donc voilà, je vous remercie. C'est la question qui a $1 million. Nous, on est vraiment positionnés en recherche et en tout cas, moi je suis médecin et mon objectif aujourd'hui, c'est d'aider le mieux possible les militaires et l'institution à les prendre en charge. Et on n'est pas, en tout cas aujourd'hui, dans une dynamique telle que celle que vous venez de décrire, bien sûr. Je vais peut-être effectivement répondre parce que finalement, comme ma collègue est civile, elle est peut-être moins, je dirais, impactée par la question effectivement des visites obligatoires et de la question du dépistage chez les militaires. Il va y avoir plusieurs choses. Dans tous les cas, que ce soit dans le dépistage ou dans les soins, imposer les choses est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut une part active de participation quand même de la personne. Et je dirais par exemple, à supposer qu'on expose quelqu'un avec le casque de réalité virtuelle, il a des réactions qui sont présentes au plan des mesures physiologiques. Est-ce que ce sera suffisant pour justifier d'une inaptitude ? Je ne suis pas certaine qu'on serait là-dedans, puisqu'on est sur quelque chose de préclinique, dans une phase aiguë, où il peut y avoir aussi d'autres facteurs d'angoisse qui viennent interférer. Donc on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Là, aujourd'hui, il y a des visites, on va dire, obligatoires au retour,
mais qui ont avant tout une visée de protection de l'individu. C'est-à-dire qu'il s'agit de pouvoir proposer les soins le plus tôt pour les protéger. Et la grande majorité du temps, quand on indique des inaptitudes pour repartir outre-mer, eh bien c'est avant tout pour éviter de compliquer une situation qui risquerait de l'être. Puisqu'on sait que le fait d'être réexposé augmente le risque de décompensation. On a aujourd'hui, sur les patients qui sont rapatriés de missions extérieures pour un trouble de stress post-traumatique, finalement, un tiers des situations où c'est une réactivation d'un trouble antérieur. Donc en fait, le fait d'avoir de multiples expositions, et en particulier quand il y a une vulnérabilisation qui s'est faite, voilà, conduit à ce qu'on les protège de ça. Mais il n'y a pas d'obligation aux soins, et la plupart du temps, on va réussir à avancer avec le patient quand il est participatif. Merci beaucoup, docteur. Bonjour messieurs, dames, merci beaucoup pour les panélistes, pour la qualité de leur intervention. Une question, on parle beaucoup de curatif en préventif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est vrai que dans l'armée de terre, on dit beaucoup entraînement difficile, guerre facile. En termes de prévention de ces PTSD, qu'est-ce qu'on peut faire? Je monopolise un peu la parole, mais ça me fait plaisir de vous répondre. En préventif, il va y avoir l'identification des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'on sait par exemple que le fait d'avoir des repos physiologiques, d'avoir des conditions d'emploi où il y a des temps de récupération, c'est quelque chose qui va être protecteur. Donc d'avoir des temps de pause opérationnelle en mission, c'est fondamental pour éviter que les gens soient surchargés. C'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup sur le welfare en OPEX, avec effectivement du sport, avec des moments où ils peuvent récupérer. Il va y avoir effectivement l'intensité opérationnelle, mais là, on est un petit peu à la jonction entre ce qui va être des impératifs opérationnels et l'équilibre du soldat. Donc là, on essaie d'équilibrer les choses dans les échanges avec le commandement pour pouvoir poursuivre les missions au mieux. Les Israéliens ont travaillé aussi sur la préparation des soldats avec la question de l'attention divisée, c'est-à-dire les aider à distinguer l'émotionnel, le fonctionnel, et puis toute la préparation, je dirais, technique qui permet au moment d'un événement difficile de savoir ce qu'on a à faire et d'être plutôt sur une approche technique pour essayer de se dégager au maximum des émotions. Ça, c'est des éléments qui peuvent aider. En revanche, quand on analyse les situations cliniques, on s'aperçoit que par rapport à un même traumatisme, les personnes ne vont pas toutes être impactées de la même manière. Et dans bon nombre de cas, ce qui va faire que les protections habituelles de l'individu ne vont plus être suffisamment efficientes, c'est que ça vient toucher un point personnel. Parce que l'accident de la route, c'est un enfant qui a le même âge que le vôtre. Parce que ce camarade qui est blessé, c'est celui que vous connaissez. Parce que cette personne-là vous rappelle quelque chose qui vous parle. Et donc ça, du côté de la prévention, évidemment, on ne peut pas savoir quel sera le point de sensibilité propre à chacun des militaires qui fait que peut-être qu'il aura fait 15 missions et aura vécu des choses très compliquées, mais c'est sur celle-là qu'il va avoir quelque chose qui va le toucher. D'où la nécessité de travailler toujours à cette question du dépistage, et notamment par les proches, par les médecins d'unité, par les infirmiers des forces dans un premier temps, et puis l'accompagnement précoce pour éviter les complications. Oui, il y a aussi des différentes formations qui sont proposées maintenant. Le PSPO, je parle sous contrôle du SSA, c'est-à-dire donner des premiers formations pour apporter un premier secours psychologique en opération. Donc ça permet déjà justement d'aider. Et vous avez certaines unités qui travaillent sur une formation de leur personnel pour avoir des techniques pour justement bien gérer le stress ou la situation qui pourrait être stressante par différentes techniques qui leur permettra donc de mieux, entre guillemets, et là je ne maîtrise pas techniquement, mais de mieux encaisser en fait le potentiel trauma. Oui, et moi je rajouterais un dernier volet qui est le volet de la recherche scientifique, puisque un certain nombre de travaux sont en cours et ont été faits par l'Institut de recherche biomédicale des armées et l'Université de Savoie sur la notion de vulnérabilité.
C'est-à-dire que l'idée est de considérer que toute personne ayant été victime d'un trauma, mais qui a été résolutif, pour lequel il ne reste plus de signes cliniques, se trouvera en situation de vulnérabilité vis-à-vis de la prochaine agression. Donc là, l'enjeu est vraiment de savoir, est-ce qu'on peut faire revenir, entre guillemets, la physiologie vers les bases antérieures? Donc c'est vraiment un champ de recherche qui est extrêmement important. Merci pour toutes vos questions. Je pense qu'on a essayé d'y répondre le plus possible et puis essayer de vous montrer surtout que ce champ-là est un champ qui est extrêmement dynamique et dans toutes les dimensions en fait, sociales, humaines, militaires, scientifiques, etc. Merci à tous.